Bonsoir à tous, bonsoir Gaël Le Dantec. Bonsoir Jean-Marc Collienne. Nous poursuivons ce soir notre série de débats de l'entre-deux tours, à 4 jours maintenant du second tour. 3 débats ce soir. Le premier est particulièrement attendu, c'est le face-à-face dans la 6e circonscription entre Frédéric Maillot, bonsoir. Bonsoir. Et Alexandre Lai-Khan-Cheong, bonsoir à vous également. Vous êtes arrivé en tête dimanche du premier tour. On rappelle les résultats, Gaël. Oui, c'est Frédéric Maillot qui vire en tête avec 23,88% des suffrages exprimés, 16,99% pour Alexandre Lai-Khan-Cheong. L'un de vous deux succédera donc dimanche à Nadia Ramassamy et deviendra député de la Réunion. Après vous, nous accueillerons sur ce plateau Patrice Thénakoun et Nathalie Bassir pour le débat de la 3e circonscription, puis Karine Lebon et Audrey Fontaine pour le débat de la 2e circonscription. On commence avec les présentations d'usage. Bref portrait d'abord de Frédéric Maillot avec vous, Gaël. Oui, âgé de 35 ans, Frédéric Maillot a longtemps été présenté comme un représentant de la jeunesse du Chaudron, où il a vécu depuis son enfance. Fondateur du mouvement RSKP en 2012, il est également à l'origine, avec Alexandre Lai-Khan-Cheong, du parti politique Croix-Réausé, parti qu'il quitte en 2021 pour rejoindre Huguette Bello dans la course au régional. Élu sur la liste de la patronne du PLR, il est donc depuis devenu 7e vice-président du conseil régional délégué à l'économie sociale et solidaire. Également connu comme musicien avec l'orchestre Bandallon, il est travailleur social pour la Fondation Abbé Pierre. Si en 2012, sur les ronds-points bloqués du Chaudron, il se disait ni de droite ni de gauche, il a depuis choisi son camp au point d'être le candidat de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon pour cette élection. Et face à lui donc, ce soir, Alexandre Lai-Khan-Cheong, là aussi, son portrait. Alexandre Lai-Khan-Cheong, 34 ans, diplômé en philosophie politique et management. Il est lui aussi l'un des fondateurs donc, du parti Croix-Réausé, dont il est aujourd'hui toujours le secrétaire général. En 2014, il se lance en politique en présentant sa candidature au municipal à Saint-Denis. En 2017, il tente sa chance pour les législatives dans cette même 6e circonscription. Il obtient un peu moins de 10% des voix. Orateur, friand de citations de grands penseurs politiques et philosophiques, il défend l'identité réunionnaise et combat le néocolonialisme sur les plages de l'Ouest contre les paillotes, par exemple, aux côtés de Frédéric Maillot, et milite à Sainte-Suzanne sur le sujet de la gestion des déchets. En 2020, il est d'ailleurs de nouveau candidat au municipal, mais cette fois-ci à Sainte-Suzanne, où sa liste obtient 6 sièges dans l'opposition et 2 mandats de conseiller communautaire à la CINOR. Et pour compléter ces portraits, nous sommes allés demander à quelques-uns de vos électeurs quelle image ils ont de vous. Écoutez, d'abord, à propos de vous, Frédéric Maillot. Quelle image on a de Frédéric Maillot? Moi, je vois que c'est un jeune et on a besoin des jeunes on a besoin un peu de changement. Et comme c'est un jeune, je dis qu'il faut laisser aller sa place. Il faut laisser aller en place parce que nous avons besoin de changement. Et les jeunes ont envie d'évoluer, ils ont envie de PSC, donc il faut laisser sa chance, je trouve. Il fait son travail, voilà, quoi. Il fait ce qu'il peut, quoi. C'est pas trop facile non plus. Pour aller à l'Assemblée, tout ça, quoi. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai connu à l'époque où il était dans Croix-Réausé, c'est tout, et voilà, j'en connais pas plus. Dans la façon dont il parle, je trouve que sa qualité est bien, parce qu'il veut débattre pour les jeunes, il veut débattre pour le logement, parce que comme il y a beaucoup de problèmes logement, ben, il veut débattre pour tout ça, il veut débattre pour les jeunes aussi, peut-être ça va arriver, je sais pas. Frédéric Maillot, les jeunes, le changement, c'est ce que vous voulez incarner ? Oui, après, il ne faut pas tomber non plus dans le jeunisme. On voit avec Macron, ça a été un jeune président, et pourtant le résultat n'est pas en face. Il faut avoir des convictions, des valeurs, et aller les porter, et aller les défendre dans l'intérêt des Réunionnais. Alexandre Lai-Khan-Cheong, vous pouvez vous aussi revendiquer ça, la jeunesse, le changement ? Bien sûr, la jeunesse, mais pour ne pas plagier mon co-débatteur, la jeunesse, pourquoi pas, mais qu'à la condition de remettre en cause une certaine typologie de pratique politique, c'est-à-dire qu'il y a la devanture de la boutique et puis il y a les meubles derrière et la façon de faire, c'est-à-dire que si on ne remet pas en cause l'un et l'autre, on n'arrivera pas, au-delà du changement, à une logique de transformation et de transition. Allez, on écoute maintenant ce que les électeurs disent de vous. Quelle image vous avez de Alexandre Lai-Khan-Cheong ? Ce serait un peu faussé puisque je le connais personnellement. Et je sais que c'est quelqu'un d'engagé et qui défend ses idées à fond. Il vient de présenter à lui, non? Hein? Première fois? Hein? Alors, Alexandre Lai-Khan-Cheong, il a fait une présentation plusieurs fois. Oui. C'est avec qui donne Kanichamala. Le monsieur là, non, on m'a pas entendu trop
ça lui dit alors. Il m'a pas entendu. Plutôt, il vient ici, mais il m'a pas le terrain. Moi. Pour moi, c'est bon jeune qui a besoin du changement et je pense qu'il faut donner aux autres chances. Je connais juste sa sœur, j'en étais dans le même lycée et c'est tout. Et ça fait un programme, ça? Non, mais non, là non plus je connais pas le programme. Du coup je pourrais pas dire qui avec qui je vais voter. Qu'est-ce que vous préférez qu'on retienne? Il est engagé, il défend ses idées à fond, ou bien on vous confond avec Eric Lung qui a comme suppléant qui a l'autre qualifié. S'apparente, M. Collien, dans des chinoiseries, certes, non, à consonance sinoïste, mais non, on va rester sur la notion d'engagement, de constance, de fidélité aux valeurs, et le fait d'avoir fait un chemin sur le nord-est depuis près de 10 ans, effectivement. Un petit déficit de notoriété quand même. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, on a le poids de nos actions qui parlent pour nous. Et dans les territoires, on s'est ancré et on a posé des jalons. Je pense que les scores le prouvent et sont au rendez-vous, M. Nantec. Vous le savez tous les deux, bien sûr, ce débat est très attendu, notamment parce qu'il oppose deux frères, deux anciens d'Allons, qui ont pris des chemins différents. Vous avez créé ensemble le mouvement Croire et Oser. Je vous propose de regarder ces deux photos. Comment est-on passé de cette première photo, militant, complice et rigolard, à ça, ce que vous allez voir, deux boxeurs, deux combattants engagés dans un duel fratricide, comme le montre ce photomontage qui circule sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous... Allez, on commence avec vous, Frédéric Maillot. Ça vous fait plutôt sourire ou bien ça vous attriste? Moi, comme je vois photo là, médialement, il faut me savoir un petit peu plus souvent à la salle de sport parce qu'il fait rêver un corps comme ça. Mais oui, effectivement, nous l'amène des combats ensemble. Il a eu des divergences. D'ailleurs, il veut rappeler que Malapa quitte Croire et Oser pour aller avec Quête Bello. Ça s'est fait en 2 temps bien répartis. Moi, aujourd'hui, m'a choisi un autre trajectoire, m'a choisi un autre chemin, et c'est le chemin de l'union, le chemin de travailler avec d'autres, de trouver des consensus, de trouver des solutions, et moi, aller aux affaires, moi, aller à la région, et m'a fait avance beaucoup plus de dossiers en 1 an que m'a été contestataire pendant 10 ans. Plus d'efficacité? Beaucoup plus d'efficacité. Alexandre Akancheong, qu'est-ce que vous répondez? Quelle est votre version de l'histoire? La version de l'histoire, elle est simple, c'est que je pense que les médias ont voulu teaser la prochaine affiche du Globebuster Netflix, un duel au sommet ou un combat fratricide. Ça serait dommage de tomber dans ce type de considération, parce que, quel que soit le chemin, même si on n'est pas en accord depuis un certain temps par rapport à ça, ce qui prime, c'est l'intérêt des Réunionnais, ce qui prime, c'est l'intérêt du territoire de la 6e, et a fortiori, on est député de la nation, on est porte-parole des territoires. Donc le plus important, c'est de se focaliser là-dessus. Sur la méthode, vous continuez, vous, à penser qu'il faut rester dans votre couloir et pas rejoindre les grands partis? Oui, en tout cas, ça a été le nerf de la guerre et le centre névralgique de la Fondation Croire et Oser, c'est-à-dire le principe de non-alignement, ne pas se revendiquer d'un héritage de gauche partisane ou de droite partisane, ou ce qu'on appelle les partis traditionnels, qui d'ailleurs ont commencé à péricliter depuis le soir des élections présidentielles, mais contrairement à ce qu'on peut croire, le non-alignement, ce n'est pas de l'hermétisme. Nous ne l'avons pas fait sur nous-mêmes, M. Collienne. Mais vous ne vous êtes jamais mis à table avec vous n'avez eu jamais cette tentation de travailler avec les grands partis, de négocier avec des ténors de la politique? Vous ne l'avez jamais fait? Je vais vous expliquer, M. Collienne. On est 6 élus de l'opposition à Sainte-Suzanne, 2 élus communautaires à la Cineran. On rencontre à chaque commission sectorielle, à chaque conseil communautaire, des élus de tous bords. Et bien sûr, sur le projet cinorien, le projet de territoire, comme on l'appelle, bien sûr qu'on doit composer et que notre voix en plus est mineure, étant donné qu'on est dans l'opposition de la Cineran. Mais pour répondre à la question, vous n'avez jamais négocié avec d'autres pour rejoindre d'autres partis? On n'a pas négocié pour rentrer dans d'autres partis. Et vous n'avez pas répondu finalement à la question, pourquoi avoir quitté Croire et Oser pour en terminer avec ça, bien sûr, on ne va pas faire le débat là-dessus. Parce que il y a eu aussi en 2020, on nous avait demandé de rejoindre des listes avec lesquelles on n'était pas d'accord. Ça avait fragilisé le parti. Vanessa Payette avait quitté le parti à partir de là. Et 2021, moi, j'ai voulu essayer de rassembler. Ça a été un peu mon rôle aussi d'en Croire et Oser, de rassembler. J'avais vu qu'il n'y avait plus une volonté de rassemblement, de travailler ensemble. Puis je vais vous dire, M. Collienne, un parti, c'est un véhicule dans lequel on fait véhiculer ses espoirs, ses valeurs et ses convictions. Et ça carbure avec l'essence de la confiance. Quand la confiance n'y est plus, il faut avoir le courage de quitter le parti, et c'est ce que j'ai fait. On va revenir sur les résultats un peu plus complets de ce premier tour avec les concurrents qui vous suivent dans ce premier tour. Donc c'est Eric Lung qui arrive en 3e position avec 14,4%, suivi de Monique Orphée, qui était une forme de dissidence de la NUP. On va en reparler avec 11%. Nadine Gérancel d'Amour, 11% également. Puis Valérie Legros du Rassemblement National, 8,78%. Nadia Ramassamy à un peu moins de 8%.
On se demande évidemment le scénario pour le second tour. Est-ce que vous regrettez par exemple que Monique Orphée n'appelle pas à voter? D'une part, elle s'est présentée, elle n'a pas fait l'union de la gauche dans cette circonscription. Et là, sur le deuxième tour, elle ne donne pas de consigne de vote claire non plus. C'est un regret de votre part? Je sais que mon co-débatteur sera d'accord avec moi, mais aux consignes, je préfère la conscience. Moi, j'appelle à la conscience, au vote de conscience. Effectivement, c'était écrit, le PS avait dit, ce matin, Éric Abaredj et Philippe Naillet a rappelé qu'il faut s'unir autour de la candidature de la gauche. Il se trouve que je suis arrivé en tête de ces scrutins. La logique voudrait que la gauche soit réunie pour faire gagner et pour emmener le maximum de députés mélenchonistes à l'Assemblée nationale dès dimanche prochain. C'est vrai que Gaël a appelé dans le portrait qu'à une époque, vous disiez que vous n'étiez ni de gauche ni de droite. Aujourd'hui, vous vous dites clairement de gauche? En tout cas, m'y porte des valeurs progressistes, sociales et écologiques. Oussam Malagrandi l'a fait de moi aussi, de comprendre que la population appelle de ses voeux un programme social. 21 communes sur 24 que la vote pour Jean-Luc Mélenchon, donc mettre en avant un programme social. Tandis que vous, Alexandre Aïkan-Cheong, c'est toujours ni droite ni gauche? En tout cas, le plus important, c'est de revendiquer une certaine forme d'indépendance. Regardez un exemple, M. Collienne. Demain, on sera député de l'Assemblée nationale, député pour la 6e circonscription et pour la nation. De grandes figures politiques, avant nous, ont été dans des groupes indépendants. Huguette Bello, André Tianakoun, et ça n'a ni empêché de faire progresser peut-être la Réunion, ça n'a ni empêché de discuter et de pouvoir interagir avec d'autres groupes de l'Assemblée nationale. Huguette Bello est dans un groupe qui était très identifié politiquement. Certes, mais à l'époque c'était un groupe indépendant, M. Le Dantec. Donc il ne faut pas confondre l'indépendance de principe, et je termine là-dessus, excusez-moi, l'indépendance de principe et des alliances peut-être contre nature dont la question de la NUP, on l'a vu, n'était encore une fois qu'un sacro-saint principe national qui ne prenait pas en compte, même dans le cadre réglementaire, les formations locales. Donc cet accord n'existe pas en tant que tel à La Réunion. Sur le positionnement à l'Assemblée nationale, on a compris que vous étiez resté indépendant. Sur le fond, la question de Jean-Marc, vous sentez-vous de gauche ou de droite? Je pense que la question ne se pose pas en CT. Monsieur Le Dantec, on a fait 10 ans de parcours où Frédéric Maillot d'ailleurs était d'accord avec nous là-dessus pendant un certain moment, où on n'avait pas à avoir, si vous voulez, une obédience politique en tant que telle. Mais on pourrait aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche en 2022, monsieur Le Dantec ou monsieur Collienne? Qu'est-ce que ça veut dire être de droite quand on se rend compte que les programmes, on va dire, progressistes, avec des gros guillemets, des fois s'inscrivent davantage sur de la partisanerie de droite, et des programmes ou des mesures plus ultralibérales, comme ça a été le cas sous la cohabitation de Jospin, on l'avait dit au premier tour, s'inscrivent des fois davantage sur une partisanerie de gauche. Donc les choses sont bousculées. Juste pour rappeler, je suis aussi la mémoire de Croix-Réausé. Et Croix-Réausé avait fait clairement Jean-Luc Mélenchon en 2017. Alors, on va maintenant entrer dans le vif du sujet, vos propositions. Et comme à tous les autres candidats, on a proposé de venir défendre sur ce plateau une proposition qui vous tient particulièrement à cœur, qui n'est pas nécessairement la plus urgente, sur les 5 ans où vous seriez député, que vous souhaiteriez défendre pour imprimer votre marque à l'Assemblée nationale. Frédéric Maillot, on écoute votre proposition. Alors, nous fait la politique pour Demoun. Il faut que c'est un projet de loi qui concerne Demoun et moi. Malagrandi, avec mon maman, est entouré de 4 sœurs. Les vifs, les violences intrafamiliales, c'est quelque chose que m'y souhaite défendre de tout cœur. Et pour ça, il faut davantage de moyens, il faut une grande loi cadre pour davantage agir, pour que les victimes de violences intrafamiliales soient écoutées. Et il faut aussi de la formation, des soutiens aux associations et de l'hébergement pour des personnes que les victimes de violences. Il y en a 1 milliard dans le programme du NUPES qui sera investi là-dedans. Mais les mentalités ne bougent pas seulement avec de l'argent. Donc il faudra vraiment prendre ce problème à bras le corps. Mais il ne peut pas accepter moins que mon pays est sur le podium des violences intrafamiliales. Là-dessus, vous êtes d'accord, Alexandre Aïkan-Cheong? C'est une proposition de loi que vous pourriez voter? Je pense qu'en l'état, est-ce qu'on la votera étant député au 20 juin, M. Collienne? On en proposera une autre. Mais je comprends ce que M. Maillot veut dire. Le problème, c'est qu'on a énormément de blocs de compétences qui sont imbriqués dans une loi. Quelle est la nature de cette loi, pardon? Comment faire entrer tout ça dedans? Moi, je me rappelle d'une époque où on avait des lois d'orientation pour l'outre-mer. Ça concernait principalement d'ailleurs la fiscalité et les entreprises. Et puis, ça a été abrogé ou ça arrive à son cours. Nous, on proposera, au gré des combats qu'on a menés dans les territoires et pour le compte des souverainetés territoriales, foncières, alimentaires et énergétiques, une grande loi d'orientation pour les insularités au pluriel. Donc ça, c'est votre proposition? C'est notre proposition. C'est notre proposition.
Juste pour terminer, M. Le Dantec a précisé, pour qu'on soit bien dans le débat et dans le sujet, et qu'on puisse dire la vérité d'ailleurs aux gens, les députés ne proposent pas de loi en l'état. Le gouvernement fait des projets de loi que les députés peuvent amender. Mais je pense que faire des propositions de loi. Justement, il y a des propositions de loi, on fait des propositions, de loi. Mais propositions de loi émanent des députés, projet de loi émanent des ministères. Donc vous nous avez exposé votre proposition. On a exposé notre proposition. Sur les propositions pour la Réunion, alors, vous estimez, pour qu'on soit clair, pour ne pas qu'on revienne en arrière dans le débat, comme vous avez demandé à chacun de faire une proposition, c'est celle que vous nous avez exposée ou bien vous souhaitez nous exposer une proposition différente? C'est celle qu'on expose. Pourquoi? Pour le simple et bon principe qu'une grande loi d'orientation permet d'incorporer un certain nombre de blocs de compétences. On ne peut pas faire un fourre-tout en parlant des violences intrafamiliales, en parlant du logement, en parlant de ceci ou de cela. L'important, si vous voulez, M. Collienne, c'est de partir des doléances territoriales. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des questions de pouvoir d'achat, de vie chère, d'augmentation des prix, de fiscalité, le problème des déchets sur lesquels on est en pointe, la question de l'eau et de l'assainissement, la question en fait qui concerne purement les poches des Réunionnais. En définissant ce spectre bien spécifique des spécificités territoriales liées aux insularités, on voudrait pouvoir mettre sur la table du bureau de l'Assemblée nationale une proposition qui puisse incorporer. Et ça nous donne, je termine là-dessus, une perspective de liaison, parce qu'on a déjà commencé le dialogue avec les autres formations politiques des Outre-mer, de voir comment créer ce bloc interdom, et peut-être même, on est sûr d'avoir l'oreille de certains députés ruraux ou de la France périphérique, qui des fois sont plus insulaires que des territoires comme la Réunion. Est-ce que, Frédéric Maillot, à l'Assemblée, vous pourriez défendre pour la Réunion une amélioration en termes de pouvoir d'achat? Est-ce qu'il y a des spécificités locales sur lesquelles vous souhaiteriez travailler depuis Paris? Totalement. De toute façon, il y a aussi à travailler sur l'élargissement du bouclier qualité-prix. Et moi, m'y propose mieux que ça. C'est-à-dire, il faut faire élargir, mais il faut faire entrer aussi des nutritionnistes. Ça veut dire, bien manger, c'est la santé. Donc, emmener de la qualité, emmener de la santé, et emmener surtout que les Réunionnais puissent manger bien pour pas cher. Là-dessus, sur le pouvoir d'achat, vous avez une autre proposition? Sur le pouvoir d'achat, vous savez, c'est un problème, M. Collienne, un peu plus global, systémique, pour employer un gros mot. Vous avez à la fois les questions de fiscalité avec une cristallisation autour de l'octroi de mer. Prenons juste un exemple, la fameuse bouteille d'huile qui a défrayé la chronique depuis un certain temps. Combien de droits de douane sur une bouteille d'huile? C'est-à-dire octroi de mer plus octroi de mer régional, dont M. Maillot gère avec son équipe à la région les différentes nomenclatures. On est à 20,1%. Plus les frais connexes, on est à 45%. Ça veut dire que sur une bouteille d'huile de n'importe quel ménage réunionnais, M. Collienne, cette nous paye et cette nous met dans notre marmite tous les midis pour manger, nous paye le droit d'acheter un produit. Mais répète, à La Réunion, nous paye le droit d'acheter un produit. C'est bien de donner un exemple, mais il faut que vous alliez un peu plus vite parce que vous avez déjà 2 minutes de temps d'avance. Mais donc, allez au bout de votre idée sur le pouvoir d'achat. Je vais juste au bout de mon idée, c'est-à-dire que sur le pouvoir d'achat, on ne peut pas, et je pense qu'on reviendra d'ailleurs, faire des fausses promesses d'augmentation en fait de 300 € de pouvoir d'achat supplémentaire qui va nourrir peut-être d'autres systèmes. Je pense qu'on doit tabler par cette grande loi d'orientation des insularités sur des choses qui concernent le quotidien des Réunionnais, la facture d'électricité, la facture d'eau, le prix du carburant. Et on reviendra, je pense, sur l'administration des prix. Voilà. Je pense qu'on ne dit pas aussi aux Réunionnais, on ne dit pas ce qui coûte le plus cher dans le ménage réunionnais. On l'a dit dans le premier débat, mais l'éducation est dans la répétition, et il faut répéter. Ce qui coûte le plus cher dans le ménage réunionnais, ce qui impacte le plus le budget du ménage réunionnais, c'est le loyer. Et il faut cet encadrement du loyer. Et puis, il faut appeler aussi à l'État à ses responsabilités. Ça veut dire qu'il faut demander à l'État, en ces temps troublés, de l'ordre public économique. Et ça, c'est le rôle de l'État aussi, d'appel à lier ses responsabilités. Parce que nous parlons un peu de pouvoir d'achat. Ce que nous avons besoin avant d'acheter, c'est de vivre. Et nous avons besoin, pour vivre, nous avons besoin, en fait, que le salaire augmente. Donc, la proposition du SMIC à 1500, le blocage des prix dès le départ, in fine, qui ça y gagne, c'est la poche du Réunionnais. Et il a enfin ce pouvoir de vivre, et il peut enfin consacrer un peu de temps pour aller vers le divertissement avec son marmaille, emmène son marmaille cinéma, parce que quand on emmène notre marmaille cinéma, on ne consomme pas, ou passe un temps avec notre marmaille, et c'est l'épanouissement.
On a besoin de vivre, pas d'acheter simplement. À propos du rôle de l'État à La Réunion, dans le programme de la NUP, pour l'Outre-mer, on peut lire un développement des services publics en général, du transport public par exemple. Comment est-ce que concrètement à La Réunion, est-ce que l'État, par votre intermédiaire en tant qu'élu, pourrait intervenir plus sur les services publics à La Réunion? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y en a 28 000 immatriculations en plus par an. Si nous continuons comme ça, nous va arriver à ce coma circulatoire. Nous l'êtes déjà dedans, ce coma circulatoire. Moi, il me dit quelque chose. Il me dit que s'il y a urgence, il y a obligation. S'il y a obligation, il faut, à un moment donné, dire aux gens que notre petit confort dans notre habitacle, il ne peut plus durer. Il faut obliger parce que nous avons urgence. Et comment on fait? Obliger peut-être le covoiturage et améliorer le transport public, c'est déjà le cas. Nous sommes en train de rendre gratuit le car jeune et accentuer encore, donner encore d'autres infrastructures pour que les gens y comprennent que les urgents, combien de voitures dans les embouteillages, combien l'auto est en solo, c'est pas possible. Donc si nous considérons que nous avons urgence climatique, il faut que nous en fasse obligation de trouver des modes de transport alternatifs. Et ça passe par la loi, ça passe par un travail législatif. En tout cas, ça se passe en commission, parce qu'il ne faut pas croire que le député, ça seulement à la tribune, parler. C'est en commission aussi que beaucoup de choses y se passent. Et puis aussi, il faut aller négocier avec l'Europe pour justement trouver des budgets supplémentaires pour permettre que nous circulions plus facilement dans notre pays. Alexandre Lagatcheong. Deux petites choses peut-être pour interpeller M. Maillot sur la question. Sur la question des transports en commun, on attend toujours le copartage des compétences en matière de voies ferrées, étant donné que l'interurbain entre les villes est du ressort de la région, l'intra-urbain étant du ressort de la CINOR depuis en fait les modifications de la loi de 2018. Mais derrière ça, on n'a pas besoin d'aller chercher davantage d'argent. Il y a déjà des scénarios qui préconisaient au niveau de la CINOR, donc un tram urbain, dont la Commission nationale du débat public à l'époque avait rendu son avis, en disant que ça coûterait à peu près 400 millions, sans passer d'ailleurs par une technologie chinoise. Il y en a à voir avec mon nom, M. Collienne, il précise. Mais derrière, on a besoin, à un moment donné, et je reprends même les spécificités de la loi de transition énergétique qui prévoyait les budgets sur la question, et on a même une nouvelle disposition sur les aéroports dans la loi 3DS qui permettrait, en tant que telle, de financer ce type de transport. Juste si je peux me permettre, M. Collienne, pour rebondir sur la question du SMIC, si vous me donnez le temps, M. Le Dantec. Rapidement, parce que vous êtes en avance un peu sur la parole. Mais... Je fais le plus vite et on reviendra s'il faut. La question des 300 € supplémentaires quand on parle du SMIC à 1500. Alors, c'est ça aussi, M. Maillot, qui est un peu embêtant. On voit de temps en temps des annonces de M. Mélenchon à 1500 et puis on voit sur vos tracts 1400. Donc on ne sait pas trop, est-ce que c'est la bourse en fait sur le portefeuille des Réunionnais. Mais ce qui est sûr, c'est que 300 € supplémentaires sur un SMIC, sachant que le SMIC a déjà augmenté au 1er mai 2022. Il est passé à 1654 €. D'accord ? Brut. Qui va financer ? Brut. Monsieur Collienne, qui va financer quand on sait que 80% des entreprises réunionnaises, ce sont des TPE-PME ? C'est-à-dire, pour payer 1500 €, il faut payer des charges patronales. Donc des fois, près de 2000 € supplémentaires. On n'augmente pas le SMIC ? Ça fragilise trop les entreprises ? C'est ce que disait Thierry Robert, par exemple. Ça fragilise trop les entreprises. Monsieur Collienne, ce n'est pas une question en fait d'augmenter ou pas. C'est une question d'abord d'attractivité des territoires et des bassins d'emploi, avant de faire des fausses promesses d'augmentation de 300 € quand on sait que les petites entreprises ne sont pas en mesure de payer pour l'instant. Et je termine là-dessus, augmenter ou du moins faire des promesses un peu fumeuses sur ce principe, en plus c'est un programme national, c'est que derrière, augmentation de 300 €, donc augmentation des prix. Stop. Monsieur Maillot, vous êtes le candidat de l'inflation. Avec Maillot. Votre réponse sur ce sujet ? Le programme de Jean-Luc Mélenchon est confirmé par plus de 90 économistes. On l'a fait RH, on n'a pas fait économie. Non. Maintenant, quand il s'agit d'avantager les plus riches, c'est-à-dire de supprimer l'ISF, quand il s'agit de taper sur les plus pauvres, nous demandons toujours où ça tire l'argent. C'est une question de priorité. Et avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, la priorité sera mise là-dessus. Nous avons l'argent, il faut connaître où ça aller chercher. Nous connaissons que nous ne payons pas d'autres impôts en France. Il faut une vraie politique qui sache chercher l'argent où ça l'est. Et moi, je pense que le SMIC à 1500, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une utopie. C'est dès le 20 juin avec Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre. On peut passer peut-être... Moi, les d'accord, juste, excusez-moi, M. Le Dantec. Très vite, parce que vous avez parlé plus. Non, pour répondre en fait à M. Maillot, le problème, c'est que nous avons l'impression que, est-ce que nous sommes sur une élection de la 6e circonscription ou sur une réclame de Jean-Luc Mélenchon ? Nous, on entend toutes les 2 secondes
Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, Oui. Jean-Luc Mélenchon. Bah, c'est un programme que m'y appuie. C'est un programme qui C'est un soutient. programme national, M. Maillot. Mais oui, mais ce programme Sans national prise en compte. il passe par quoi? Par des députés qui s'apportent les voix. Mais oui, mais sans prise en compte des spécificités locales. Forcément, sans C'est leader, tout le le bateau ne problème. s'annule pas. Un normal ne le comprend pas. Ben, il est normal que la voix de la capotée aussi. On va entendre maintenant vos réponses. Vous allez pouvoir vous interpeller l'un l'autre. Vous le savez, on vous a demandé chacun de préparer une question que vous adressez directement à votre adversaire. Frédéric Maillot, votre question à Alexandre Laïkan-Cheong. Alexandre Laïkan-Cheong. Est-ce que vous l'avez dit la vérité? La vraie vérité aux électeurs de la 6e circonscription? Il connaît, moi, que votre vrai objectif, c'est la mairie de Sainte-Suzanne en 2026 et la Synode d'ailleurs. Et est-ce que vous l'avez dit la vérité que en élisant à vous député dans un non-groupe, qu'on n'aura pas de groupe, où le temps de parole sera très, très limité et que ça condamne à nous 50 plus au silence et qu'on ne pourra pas défendre les intérêts des Réunionnais? Alors, il y a 2 questions en une. Vos 2 réponses, mais courtes. Il faut m'y choisir. Ah, il faut que m'y Non, réponde, non. vous pouvez répondre. Allez-y. Alors, on vous écoute. oui, bien sûr, M. Maillot. Moi, l'a dit la vérité, étant donné que nous construisons en fait des perspectives politiques en disant d'abord nous défendre nos territoires que les Sainte-Suzanne. Quoi de mieux que le porte-parole de la nation, que n'a une connaissance précise des dossiers, que n'a une connaissance précise des doléances territoriales, la question des déchets à Sainte-Suzanne, la question de la vente d'Albioma à Bois-Rouge, la question au chaudron du logement et la question en plus de l'entrée Est dont on parle avec 90 000 véhicules et le problème des transports alternatifs. La question de la souveraineté alimentaire, et quoi de mieux qu'un élu d'opposition que les ancré dans ces doléances et ces problématiques pour faire le va-t-il-vient entre Paris et La Réunion et ramener Paris aux doléances territoriales ici. Donc oui, il nous l'a dit la vérité. Et il ne sera pas dans un non-groupe. Le groupe des indépendants, c'est pas un non-groupe, M. Maillot. Il est un peu minoré que de dire ça. Votre question à Frédéric Maillot à présent. Mon question, elle est simple. C'est, M. Maillot, pourquoi courir 2 lièvres à la fois? Pourquoi aller chercher un mandat de député, alors qu'il est déjà vice-président de la région, délégué à l'économie sociale solidaire, qu'il est d'ailleurs une très belle délégation, alors qu'il n'a même pas encore commencé le mandat? Nous pensons qu'il aurait été intéressant que justement, on continue ce mandat de VP à l'ESS, et nous, députés, nous fera nous un plaisir, dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique, de travailler avec vous et d'avancer sur ces questions. Votre réponse? Alors, à l'époque, on te reproche à moi de ne jamais vouloir être candidat. C'est vrai. Maintenant, vous connaissez Oussami Sord, et vous connaissez que mon ambition n'est pas personnelle. Vous connaissez que Oussami Sord, avoir de l'ambition, c'est vraiment une qualité. Que ça, il dit la loi, parce que nous cause de la loi. La loi, il dit pas de mandat exécutif. Moi, député, moi, ne sera plus vice-président de région et n'aura un alignement des planètes. La région, les députés NUPES, Jean-Hugues Grattenon, Karine Lebon, Emeline Kebidi et Philippe Naillet. Et en plus que ça, nous n'aura aussi Younous Omarji. C'est-à-dire, nous, ça travaille dans l'intérêt et le seul intérêt qui intéresse à ou comme moi la population réunionnaise, parce que m'y connaît que nous y aimons pays là. On va peut-être évoquer un thème qu'on n'a pas beaucoup évoqué dans nos débats jusqu'ici, parce qu'il y a dans le programme de la Nouvelle Union Populaire le fait de favoriser l'enseignement de l'histoire locale et des langues locales. Concrètement, Frédéric Maillot, en tant que député, comment vous pourriez favoriser l'enseignement du créole? Déjà, favoriser l'enseignement du créole est simple. La reproche, à moins avec d'autres, de trop parler créole dans des débats politiques. Mais il faut prêcher par l'exemple. Pas ici. Pas ici, mais la reproche à nous. En fait, dans ce pays-là, quand on parle créole, il en déduit qu'on ne gagne pas cause français. Mais la réciproque n'est pas valable. Maintenant, que ça, il faut faire. Il faut, dès le plus jeune âge, le bon marmaille, les accueillir dans la langue bilingue. La langue, c'est le ciment de l'identité. La langue, quand on l'est accueilli dans la langue, ou sans ou en confiance, et on ne plonge pas le marmaille dans un mutisme. S'il est accueilli dans son langue, tant que député, il veut dire que nous dit à l'enseignement national que dès le plus jeune âge, il faut des classes bilingues davantage et que les professeurs bilingues, que les pas considérés comme des professeurs à part, mais bel et bien d'une belle langue, parce que c'est dans la dent de mon moulin du canou et la langue là, elle est jolie. Une réponse brève là-dessus, parce que c'est vrai, vous avez un temps de parole d'avance, Alexandre. Une réponse simple, M. Collienne, c'est que d'abord, nous prêche par l'exemple. Mon co-débatteur est d'accord avec moi. Il est vrai que nous avons fait la promotion de la langue créole sans avoir à épiloguer ou à ratifier ou avoir à écrire des choses dessus, parce que nous t'es cause créole partout, tout le temps. Sur les plateaux, dans le chemin, à la télé, dans les journaux, etc. Est-ce que ça doit passer par un travail législatif? Est-ce que ça doit passer par la loi? Moi, j'en ai un petit souci, si vous voulez, avec ça, monsieur Le Dantec, c'est que
le fameux programme dont nous parle depuis tout à l'heure, programme purement national, et c'est le problème que Manana, avec Jean-Luc Mélenchon, précise, nous l'a pas soutenir Jean-Luc Mélenchon en 2017. Nous l'a parti à son meeting à l'hologramme. Bah, c'est une prouesse technologique. Et Jean-Luc Mélenchon, il est un bon orateur. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est un jacobin. À la limite même du bonapartisme. Attention, on ne part pas trop dans une diversion. C'est-à-dire, nous reste toujours focalisés sur Paris. Paris qui décide de tout. Paris qui rédige un programme purement national sans prendre en compte les spécificités. Alors, pour finir sur la question en fait de l'école, etc., mais il pense surtout aux professeurs ou bien aux soignants que là, il y a eu des suspensions de salaire à cause de la crise Covid, et nous voudrions surtout réintégrer Azote au plus vite. Ça, c'est pas vraiment la question du crédit. On est d'accord? Par contre, dire que Jean-Luc Mélenchon est focalisé seulement sur le national, c'est de manquer de respect à Jean-Luc Gratenon, que l'a apporté sa pierre, que la partie défendre la Réunion, et que ça, ni ou ni moins, peut remettre en cause qu'il a été un très bon député. On vous a demandé à tous les deux de choisir une photo, de nous la présenter, une photo qui symbolise pour vous votre circonscription. Frédéric Maillot, on vous écoute. Commentez votre photo. Alors, Jeannot Vellemont et Doudou Fontano, la réussite en fait, la réussite des quartiers populaires. Ces deux gars que nous voilà, c'est des champions du monde de pelote basque. Spécialité de chaudron. Pas seulement. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que dans nos quartiers, dans chaque quartier, depuis Bagatelle, Bel Air, La Renaissance, tous les quartiers de la 6e circonscription, Néna des talents. Et pendant cette crise, cette succession de crises, nous n'avons pas entendu une seule fois le président adresser un seul mot à l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, cette excellence réunionnaise que les issus de l'éducation populaire nous doivent valoriser et dire que quand on sort dans les quartiers, on n'est pas condamné à l'échec, nous les condamner à réussir. Et Banna, vous avez la preuve que nous pouvons réussir. Et moi, je crois en ça. Alexandre Laïcantiong, votre photo que vous avez choisie, vous pouvez d'abord nous la décrire et puis nous expliquer pourquoi vous l'avez choisie. Bien sûr. C'est la manifestation dans laquelle nous étions hier, c'est-à-dire l'appel de l'intersyndicale des planteurs, donc avec les différents syndicats que nous avons pas cités, CGPR, UPNA, JA, FDSEA, parce que tous les 5 ans, on a l'impression que c'est une redite de l'histoire. En 2017, on avait les tensions liées à la négociation de la Convention Cannes entre l'État et l'industriel que les Tereos. Cette année, nous revivons la même chose avec en plus la guerre en Ukraine, où maintenant l'industriel est en train de faire ce que nous voit sur le pouvoir d'achat, tout le temps la même chose. Il a besoin de marge bénéficiaire. S'il n'a pas 7 millions de bénéfices, il ne veut pas repasser à table pour négocier sur la Convention Cannes. Donc hier, nous leur apporte notre soutien parce que c'est un sujet sur lequel nous penchons nous depuis bientôt 5 ans et parce que nous estimons que nous sommes les héritiers des luttes par l'histoire que nous écrivons nous-mêmes. On arrive au terme de ce débat. Comme le veut la tradition, vous allez avoir 1 minute pour conclure et le tirage au sort fait que c'est vous qui commencez, Frédéric Maillot. Bondemoun, la 6e circonscription, les chers habitants, Zala décide de placer ma candidature avec celui de Leïla Langenier devant, avec 24% du scrutin. Il faut continuer, il faut nous largue pas, il faut que nous tiens beau et il faut que nous envoyions ce député qui sera dans un collectif, qui sera appartenir à un groupe, qui aura des temps de parole, qui va défendre des vrais dossiers, qu'il aime profondément le pays-là. Et m'y connaît que m'y peut compter les autres, parce que nous connaît que pendant 5 ans avec Macron, nous l'a subi, notre pouvoir d'achat, la crise sanitaire, les crises, les vaccins obligatoires. Maintenant, c'est à nous d'aller interdire Ali, d'aller faire sa politique d'austérité et de précarité. Et comment nous fait ça? Nous fait ça avec notre bulletin de vote. Et pendant 5 ans qui arrivent, il y a une seule chose que nous devons garder en tête, que face à Macron, le combat continue pour l'amour de notre pays. Merci Frédéric Maillot. À votre tour, Alexandre Laïcantiong, pour 1 minute. Nous n'sommes pas trop loin. Nous n'sommes pas trop loin et enfin, nous tirons les autres compte de Moun Cambuston, de Moun Sainte-Suzanne, de Moun Sainte-Marie, de Moun Chaudron, Bretagne, Domingo, Quinquina, que nous les à 1500 voix de transforme laissées. Jamais la victoire n'a été aussi proche. Mais ce n'est pas la victoire de notre candidature, Alec Laïcan ou Florence Chachune. Ces autres victoires, victoire sur l'oppression et la coercition par la clientélisation. C'est la victoire sur les grosses machines, celles qui promettent et qui donnent peut-être jamais. C'est enfin la capacité de retourner l'histoire et de ne pas choisir un candidat au programme uniquement national, mais de choisir la liberté contre l'oppression. Alors dès dimanche, fais en sorte que c'est les autres qui gagnent. Et c'est notre seule façon de vivre en réunionnais, de vivre libre et de vivre digne. Nous comptons sur les autres et nous fait cet appel populaire massif. Merci à tous les deux d'avoir débattu ce soir sur Réunion la Première. Tout de suite, notre deuxième débat, le débat de la 3e circonscription. Nous accueillons dans un instant Patristine Akoun et Nathalie Bassir.